d'être associé à une approche du contrôle, de la gestion opérationnelle d'un opérateur, en ayant inspecté moi-même un établissement public, et à me forger une méthode de travail, des compétences techniques, et à me confronter à des réflexions prospectives. J'ai notamment été rapporteur à la commission de Jean Arthuis sur la dette publique après le Covid, qui a mêlé des économistes, des politiques et des experts de tous bords. Et j'ai également été rapporteur avec Laurent Vachey du rapport sur la création de la 5e branche consacrée à la politique de l'autonomie. Depuis 3 ans, je suis conseiller technique chargé de la protection sociale à Matignon puis à l'Élysée. Ça m'a permis d'avoir une assise plus stratégique, d'avoir une vision interministérielle des enjeux et d'être en capacité de construire des feuilles de route, de les piloter, de travailler avec des écosystèmes multiples, parfois très complexes, et de parvenir à des résultats tangibles. J'ai notamment une expertise sur les politiques du vieillissement et du grand âge. Et ce qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est aussi mon investissement sur les questions de handicap, que vous connaissez bien, Monsieur le Président, puisque j'ai piloté la Conférence nationale du handicap en avril 2023. J'ai pu faire un travail de co-construction avec les associations, travail qu'on peut retrouver également sur les questions de cancer. J'ai soutenu des feuilles de route comme la stratégie pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, ainsi que la stratégie Agir pour les aidants, qui était la première stratégie consacrée à ce sujet important qui est les proches aidants. Sur ces enjeux, on trouve effectivement des outils de politique publique assez proches en fait, de la lutte contre le cancer, des enjeux de recherche, de repérage précoce, de structuration de la filière, de reconnaissance des droits des personnes. La fonction de directeur général à l'INCa, il faut le dire clairement, c'est une fonction en appui et en complémentarité avec celle du président, Norbert Ifra. Donc c'est un binôme médecin-chercheur d'un côté et fonctionnaire de l'autre. C'est ça que nous souhaitons former et dans cette place, mon rôle sera d'être garant d'un environnement de travail avec une richesse d'expertise, garant également de sécuriser les risques financiers dans un contexte de finances publiques que l'on connaît, les risques juridiques et déontologiques, et puis garant de m'engager à servir la cause dans la durée. Quelques mots enfin pour évoquer les défis qui sont collectivement devant nous avant de passer aux questions que vous auriez. La stratégie décennale, elle arrive à un moment charnière puisqu'elle est à mi-parcours. Elle arrivera à mi-parcours en 2025. 75% des 234 actions ont été lancées. Donc nous ne sommes pas en retard, on va dire, sur le déploiement de la stratégie, mais le législateur a prévu une évaluation intermédiaire. Et c'est ce dont j'aurai la charge dans les prochains mois, d'animer cette évaluation intermédiaire pour ensuite fixer ou ajuster éventuellement les feuilles de route pour 2026-2030. Il y a 3 axes qui retiennent mon attention, même s'il y a de nombreux sujets. La prévention, le soutien à l'innovation et l'accès aux droits. Sur la prévention, on sait que c'est la mère de toutes les batailles. 40% des cancers pourraient être évités en changeant nos comportements. Tabac, alcool, alimentation. Et derrière ces chiffres, il y a des réalités que vous connaissez tous. 45 000 décès par cancer liés au tabac, avec l'enjeu du programme national de lutte contre le tabac qui a été lancé l'année dernière par Aurélien Rousseau quand il a ses fonctions de ministre, et l'objectif de parvenir à une génération sans tabac qui avait été présenté l'an dernier. En comparaison avec nos voisins, la France reste moins bonne en matière de prévention et de dépistage, notamment sur les programmes de dépistage. On y reviendra peut-être dans les questions. Et c'est pour cela qu'un tiers des actions de la stratégie concernent la prévention. C'est d'abord des actions d'information et de communication pour toucher des publics différents, peut-être toucher des publics plus jeunes, des publics plus éloignés des canaux traditionnels. Ce qu'on appelle les outils de marketing social qui visent à fixer les repères dans l'opinion, changer les comportements. C'est un travail de modernisation des programmes de dépistage, cancer du sein, cancer colorectal, cancer du col de l'utérus, avec en 2024 le transfert à l'assurance maladie des invitations et des relances, et puis des innovations qui sont portées par l'INCa pour améliorer le dépistage avec des nouvelles techniques.
C'est également la question du dépistage du cancer du poumon qui doit se déployer en 2024. Un appel à projet a été lancé cet été pour parvenir à un dépistage plus précoce du cancer du poumon par scanner à faible dose. Enfin, c'est également des actions d'aller vers dans les territoires, puisqu'il faut adapter les politiques de prévention à la réalité des territoires, avec les collectivités territoriales et avec les ARS. Il y a eu des choses qui ont été faites de manière importante sur, par exemple, les mammobus pour permettre le déploiement de mammographie dans des zones rurales ou des quartiers prioritaires. On a également la campagne HPV au collège, qui a été un succès l'année dernière, puisque 400 000 jeunes filles de 12 ans ont été vaccinées et des garçons ont été vaccinés sur HPV, 48% des filles et 41% des garçons. Et cette campagne est renouvelée pour la rentrée scolaire. Le deuxième axe, pour moi, c'est le soutien à l'innovation. On sait qu'il y a un boom exceptionnel des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, de l'oncogénétique. Et il faut accompagner ce mouvement. L'INCa le fait avec de la recherche. 630 millions d'euros, c'est le budget pour la recherche de l'INCa sur les 5 premières années de la stratégie. C'est une recherche que j'appelle tout azimut, c'est-à-dire qu'elle est libre et elle porte sur l'ensemble du spectre, recherche fondamentale, recherche clinique, recherche en sciences sociales. Et l'INCa est porteur de l'idée d'agence de programme, c'est-à-dire des agences de recherche qui soient consacrées à un sujet, beaucoup plus thématisé, moins morcelé, et qui est tournée vers l'innovation. Elle le fait notamment en portant toute une filière d'accès aux essais cliniques et des programmes d'accès aux médicaments innovants. Le dernier point, pour moi, qui me sera particulièrement cher en connaissant les politiques médico-sociales, c'est l'accès aux soins et l'accès aux droits des personnes. L'Institut national du cancer pilote évidemment l'expertise en matière de structuration de l'offre de soins en oncologie. Ça a donné lieu d'ailleurs à une évolution du régime d'autorisation l'année dernière qui doit se déployer cette année avec un parcours plus gradué qui facilite aussi le parcours en ambulatoire, la prise en compte de filières pour les cas complexes ou pour les l'oncogériatrie, et puis des innovations de parcours pour réduire les délais de traitement et être plus efficace quand les cancers sont fulgurants ou quand c'est des cancers de très mauvais pronostic. L'INCa apporte également l'enrichissement du parcours patient. C'est un sujet qui m'est cher puisqu'elle déploie des initiatives sur le panier de soins, de support, toutes les problématiques qui entourent l'après-cancer. Elle porte des innovations métiers sur la coordination des médecins et des paramédicaux avec les infirmières de coordination. Et cet enrichissement du parcours patient doit continuer, notamment sur les soins esthétiques pour certains cancers. Enfin, on a 4 millions de personnes aujourd'hui qui vivent avec le cancer ou après un cancer. Et donc, ça devient un sujet qui est presque aussi important que le traitement médical. Il y a un terme dans les politiques du handicap qui est l'autodétermination des personnes. Et je pense qu'on pourrait l'appliquer sur les personnes qui sont issues qui ont vécu un cancer, avec des nombreuses questions sur la capacité à retrouver une vie normale, le droit à l'oubli pour l'emprunt immobilier, le retour à l'emploi, la réduction des séquelles physiques ou psychologiques, les questions de reconstruction mammaire, les questions de fertilité. C'est tout un bagage de politique que commence à déployer l'INCa et qu'il faudra continuer. Donc vous voyez que 20 ans après le premier plan cancer, les enjeux restent importants. Derrière cette question du cancer se jouent également des questions d'inégalité sociale et territoriale. Et voilà, je vais vous redire ma grande motivation pour porter ces enjeux avec évidemment la représentation nationale. Bien, merci pour ce propos introductif. Nous allons passer aux orateurs de groupe, en commençant donc par M. Théo Bernard pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président. Monsieur Scottet, chers collègues, depuis plusieurs années, la lutte contre le cancer fait l'objet d'une attention politique particulière, mais si la France a souvent été à l'avant-garde de la recherche et du traitement du cancer, des défis de taille persistent, nécessitant une vigilance constante. L'un des enjeux les plus pressants est la pénurie de médicaments anticancéreux. Comme vous l'avez souligné lors de votre audition au Sénat, l'année 2023 a vu 5000 signalements de risque d'approvisionnement pour ces médicaments essentiels, mettant ainsi en lumière les vulnérabilités de notre système de santé. L'INCa ayant un rôle
d'expertise en la matière, je m'interroge sur les mesures concrètes que vous envisagez de mettre en place, ou du moins de conseiller, pour garantir l'approvisionnement continu de ces médicaments. Et je m'interroge également sur les alternatives thérapeutiques que vous envisagez pour les patients en cas de pénurie. En outre, le financement de l'INCa se trouve également mis à l'épreuve, plus particulièrement avec la période d'austérité que nous vivons, liée à la gestion plus que douteuse des finances publiques de ces dernières années. À ce sujet, pouvez-vous nous indiquer si les coupes budgétaires de février dernier décidées par Bruno Le Maire ont impacté les finances de l'INCa et si vous avez des inquiétudes ou des attentes particulières concernant le PLFSS à venir? À titre personnel, je suis préoccupé par l'impact de ces contraintes budgétaires sur la recherche et les initiatives de prévention de l'INCa, cette dernière restant aujourd'hui le parent pauvre de notre stratégie contre le cancer. Sur le sujet de la prévention, justement, je m'interroge sur le bilan de l'INCa concernant les cancers liés au papillomavirus, où la France accuse un retard considérable. Malgré une campagne 2023, comme vous le disiez, ayant protégé plus de 40% de jeunes filles et garçons, nous restons loin derrière les standards de nombreux pays développés. Et quelles seraient donc les autres mesures que vous envisagiez pour combler ce retard et intensifier la prévention des cancers liés au papillomavirus chez nos jeunes ? Vous l'aurez certainement compris, Monsieur Scotté, les députés du Rassemblement national attendent des réponses et des mesures concrètes pour répondre efficacement à cet enjeu de santé publique majeur que représente la lutte contre les cancers et espère que vous saurez répondre à ces attentes. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Michel Lozana. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Nicolas Scotté, merci pour votre présentation. Je profite de cette audition pour saluer le professeur Ifra, ainsi que toutes ses équipes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis 2017 en tant que président des groupes d'études cancer. Je voudrais vous poser 3 questions. Nous portons aujourd'hui le ruban doré, certains, dans cette salle, qui est le symbole du mouvement Septembre à Nord, qui est dédié au cancer pédiatrique. Vous devez le savoir. Donc, ces cancers touchent 2500 enfants. Ils diffèrent bien évidemment des cancers des adultes. Donc, selon vous, quelles devraient être les priorités de l'INCa en matière de lutte contre les cancers pédiatriques? Et je voulais signaler que maintenant, il y a de nombreuses associations qui travaillent sur les cancers pédiatriques, et en particulier, je citerai Gravir, Grandir sans cancer, mais qui souhaiteraient renforcer leur implication dans le processus de la stratégie décennale au niveau de l'INCa. Voilà. Donc, je voudrais que vous exprimiez là-dessus. Ma deuxième question concerne la coopération entre la stratégie décennale et le plan européen. Vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que c'est assez nouveau, le plan européen contre les cancers, et comment ça s'articule avec les travaux de l'INCa. Et enfin, nous assistons à une révolution, vous l'avez dit, dans les traitements qui sont de plus en plus personnalisés. Vous avez cité l'immunothérapie, mais il y a bien d'autres. Et je vous citerai moi aussi la radiothérapie interne vectorisée. Donc comment l'INCa s'engage-t-il à garantir une équité territoriale de ces innovations? Vous en avez un peu parlé, mais c'est un point qu'en tant que députés et élus, nous regardons de près. Merci de vos réponses. Merci. Pour le groupe La France Insoumise du Front Populaire, Monsieur Adrien Clouet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Scotté. Nous reprenons nos travaux avec une audition consultative sur la présidence de l'Institut national du cancer. Donc une institution dont le budget est toujours dissimulé quelque part par M. Barnier à l'heure où nous parlons, mais nonobstant, on va avoir une discussion sur l'organisme, ses missions, à savoir le rassemblement de tous les protagonistes de la lutte contre le cancer, la coordination de la recherche et la formulation de pistes de stratégie décennale. Alors vous nous présentez, M. Scotté, un CV qui nous intrigue un petit peu du côté de mon groupe, puisque auprès de Mme Borne et M. Attal, vous avez travaillé sur les questions de vieillissement, d'emploi des seniors et d'usure professionnelle. Évidemment, on songe réforme des retraites lorsqu'on évoque ces différentes pistes, et je me demande comment vous évaluez l'effet d'une telle réforme sur le temps d'exposition à des substances cancérigènes au long de la carrière. Je songe par exemple aux professionnels qui sont égoutiers, exposés à l'amiante. Je songe à différents types d'établissements où des substances cancérigènes sont détectées. L'hôpital Purpan à Toulouse, je le dis par exemple ici, si jamais un ou une ministre de la Santé était un jour nommé et voulait se saisir du sujet. De telles pathologies s'inscrivent dans un régime de sous-déclaration généralisée, qui est évalué à plus de 90% dans le rapport 2021 de la branche maladie professionnelle de la sécurité sociale. Quelle est votre analyse de cette sous-déclaration? Quant au manque d'informations, il n'est évidemment pas restreint au monde du travail strict. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on ne connaît pas la répartition géographique exacte des cancers, on l'extrapole. Dans une région comme l'Occitanie, nous disposons uniquement d'un registre du cancer sur l'Hérault et le Tarn. Auriez-vous, parmi vos engagements,
celui de monter une cellule de veille pour qu'on puisse enfin disposer des données de base utiles à l'action au niveau départemental. C'est une demande qui est cruciale pour les professionnels et pour les patients. Et je sais que c'est demandé à chaque épisode de démocratie sanitaire. On a, nous, demain, une journée de débat à l'Oncopole de Toulouse. Ça va revenir à nouveau dans la discussion. Finalement, posons la question des traitements. Ça a été mentionné, il y a aujourd'hui de l'immunothérapie, des médicaments de thérapie innovantes qui sauvent des vies, mais qui sont facturés à un prix qui est exorbitant. On est à plus de 300 000 € pour un traitement. Que comptez-vous faire pour mettre fin aux logiques spéculatives qui tirent vers le haut des prix de vente de traitements sans aucun rapport avec les coûts de production? Merci. Pour le groupe droite républicaine, M. Thibault Bazin. Merci Monsieur le Président. Monsieur Scotté, votre nomination est envisagée aux fonctions de directeur général de l'Institut national du cancer. Votre audition par notre commission va nous permettre de vous interroger sur plusieurs points. Je souhaite associer ma collègue Josiane Cornelou pour vous poser tout d'abord des questions sur la prévention. Quelle sera votre stratégie en matière de communication pour augmenter le taux de participation de la population au programme de dépistage généralisé? La stratégie décennale prévoit 1 million de dépistages supplémentaires entre 2021 et 2025, mais on n'y est pas. En matière d'orientation de la recherche, quelles limites humaines ou financières identifiez-vous pour mettre en place sur l'ensemble du territoire des innovations thérapeutiques, notamment celles liées à la médecine nucléaire et aux thérapies ciblées? Il s'agit là de garantir un accès aux soins partout en France. Des rendez-vous de prévention ont été prévus par la LFSS 2024. Envisagez-vous d'y inclure une sensibilisation sur les cancers gynécologiques souvent diagnostiqués à un stade avancé? Pour accélérer en France le dépistage du cancer du poumon, vous avez évoqué une expérimentation d'un scanner à faible dose. Quelles sont les modalités du déploiement en termes de lieux, de cibles et de calendrier? Enfin, s'agissant de la recherche concernant les cancers pédiatriques, 500 enfants décèdent par an d'un cancer. Un réel effort a été effectué afin d'accélérer la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche en laboratoire. Ces moyens ont permis à l'INCa de mettre en place des appels à projets ambitieux. Cependant, les projets de recherche ont ainsi obtenus aboutiront à l'amélioration de la guérison seulement si cette dynamique s'étend au développement de traitements et d'essais cliniques dédiés. Or, à ce jour, s'il existe un programme hospitalier de recherche clinique publique sur les cancers, une nette majorité des projets retenus bénéficient aux adultes atteints de cancers les plus courants. Quelle ambition portez-vous sur ce sujet qui nous tient à cœur? Je pense notamment au président Paul Christophe. Enfin, sur la question de l'accès aux soins sur les territoires, la question de l'accès aux innovations thérapeutiques, beaucoup se renseignent sur Internet. Quelle démarche envisagez-vous de manière à ce qu'on puisse garantir cet égal accès sur l'ensemble pour avoir des égalités des chances pour tous? Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, M. Jérôme Guèche, que j'avais vu sortir mais pas rentrer. Donc je m'en excuse de ce petit désordre. J'étais assis à côté, Monsieur le Président, en vous saluant les uns et les autres. Merci, Monsieur Scotté, pour vos premiers éclairages, même si, on le voit, beaucoup de questions sont soulevées. Je vais vous en poser 2 ou 3 si j'ai le temps. Vous avez indiqué votre appétence pour les sujets relatifs à la perte d'autonomie, au grand âge. Et donc, vous ne serez pas surpris si ma première question portera précisément sur la manière dont vous envisagez l'accompagnement de ces populations souvent vulnérables et comment vous envisagez d'adapter les politiques de prévention, de dépistage, de traitement, mais aussi de l'après-cancer pour cela, sachant que l'après-cancer peut aussi être un facteur d'accroissement de la perte d'autonomie pour ces personnes, avec l'enjeu de l'accessibilité aux soins, de suivi personnalisé et de prise en charge des comorbidités qui sont fréquentes dans cette tranche d'âge. Deuxième question que je glisse là, c'est sur l'organisation, ça a été évoqué, des dépistages. Un rapport de l'IGAS de 2022 pointait l'extrême complexité du pilotage des dépistages pour des coûts qui ne sont pas neutres, près de 600 millions d'euros. Vous avez parlé du aller vers. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur la question du traitement du cancer dans les territoires d'outre-mer. Je m'associe notamment à mes collègues Joanny William et Béatrice Bellé. Une étude récente de l'INCa a révélé que dans les outre-mer, on survit moins bien au cancer que lorsque l'on vit en France hexagonale. Les chances de survie du cancer de l'utérus sont par exemple de 77% en France hexagonale contre 55% en Guadeloupe, pour ne citer qu'un seul parmi de nombreux exemples. Comment est-ce que vous inscrivez cette question d'inégalité des chances de survie du cancer sur le territoire national dans la stratégie que vous comptez déployer dans votre mandat? Quelles sont les mesures concrètes que vous prendrez pour que règne une véritable égalité, une équité sanitaire dans les territoires et dans les outre-mer? Merci. Pour le groupe écologiste et social, M. Davy.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues et Monsieur Nicolas Scotté, l'examen de votre nomination envisagée aux fonctions de directeur général de l'Institut national du cancer, donc l'INCa, est l'occasion pour notre groupe de revenir sur un certain nombre d'enjeux relevant de cet institut. Rappelons que l'INCa, créé en 2005, coordonne la recherche scientifique et la lutte contre le cancer avec un budget relativement modeste, 100 millions d'euros. J'ai 4 questions à vous poser en tant que futur directeur. D'abord, la recherche contre le cancer est évidemment un enjeu majeur pour notre santé. 3,8 millions de nos concitoyens ont eu un cancer au cours de leur vie. Vous l'avez dit, il y a 2 fois plus de nouveaux cas de cancer aujourd'hui qu'en 90. Et ce n'est pas du co-vieillissement. Il suffit de regarder les incidences à âge constant sur certains cancers. Il y a par exemple une très forte augmentation de certains cancers comme les mélanomes qui ont été multipliés par 5 depuis 90 ou le pancréas par 4. Donc ma première question est la suivante. Quelle politique de l'INCa et quelles initiatives pour travailler en amont sur les causes des cancers, notamment celles dues à la pollution chimique ou environnementale et à notre alimentation. Il y a une étude qui est parue aujourd'hui qui démontre qu'il y a 3600 produits chimiques, dont 80 toxiques, qui sont présents dans notre corps. Et la France est historiquement à la traîne en termes de recherche en santé publique et en santé environnementale. Et donc moi, la première question, c'est comment comptez-vous remédier à cela ? Ensuite, d'après la dernière enquête de la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels, 10% de l'ensemble des salariés de France sont exposés du fait de leur activité à au moins un agent cancérigène. Particules de diesel, poussière de bois, silice, arsenic. Et 80% sont des ouvriers. Et je pense aussi que l'INCa devrait faire plus pour documenter ce sujet. Les principales causes de cancer, vous l'avez rappelé, demeurent la consommation de tabac et d'alcool. Mais malgré une baisse de la consommation de tabac, notre pays peut faire mieux et c'est la même chose pour la consommation d'alcool. Par ailleurs, les cancers n'ont pas la même incidence selon les classes sociales. C'est surtout vrai pour ces cancers. Que compte faire l'INCa pour favoriser les recherches en sociologie et puis en politique publique, finalement, pour améliorer nos résultats sur ces thèmes où nos voisins font parfois mieux? Et ma dernière question est un peu plus large, c'est comment envisagez-vous le financement de l'immunothérapie qui coûte de plus en plus cher, ça a été signalé par d'autres. Ne faudrait-il pas un pôle public du médicament pour qu'il prenne en charge la fabrication de ces thérapies? Enfin, avez-vous une idée du budget de l'INCa dans le PLF 2025? Merci. Pour le groupe Les Démocrates, Monsieur Grelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Scotté, vous l'avez rappelé à juste titre, et il ne fait pas de doute que depuis 20 ans, le plan cancer a permis une progression considérable de la coordination, de la prise en charge, de la recherche et de la thérapeutique. Il ne fait pas de doute non plus que l'INCa a joué un rôle majeur dans ce déploiement. Il reste cependant dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer aujourd'hui un hiatus important. C'est le temps, souvent trop long et souvent préjudiciable aux patients, qui s'écoule entre le moment où un diagnostic de cancer est posé et le moment de la première thérapeutique. Il y a parfois dans nos territoires des temps extrêmement longs pour obtenir un examen d'imagerie médicale, pour obtenir un examen de biologie médicale, pour obtenir un rendez-vous avec un anesthésiste, avec un chirurgien, avec un oncologue. Et ce temps-là, qui est évalué entre 6 et 8 mois, est extrêmement préjudiciable parce que c'est d'abord préjudiciable pour le moral du patient. Et puis, évidemment, pendant ce temps, la maladie continue son triste ouvrage. Et donc, dans la stratégie et dans l'évaluation que vous allez faire de l'actuel plan décennal, est-ce que vous imaginez, sur le modèle de ce que font certains centres de lutte contre le cancer, des formules réduites? Vous avez un centre de lutte contre le cancer qui, aujourd'hui, dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein, est capable, en 24 heures, de poser le diagnostic, de le confirmer, de faire une préconisation de traitement et de faire sortir la patiente avec l'ensemble des rendez-vous qui sont nécessaires à sa prise en charge thérapeutique. Voilà des exemples dont l'INCa pourrait largement s'inspirer et qui amélioreraient sensiblement les conditions de cette prise en charge. Je vous remercie et je forme par avance des vœux de succès pour votre mission. Merci. Pour le groupe Horizon et Indépendant, Monsieur Girdigon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Scotté, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le cancer reste un défi majeur de santé publique. En 2023, plus de 380 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France, faisant de cette maladie la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Pourtant, il est important de noter qu'un nombre significatif de cancers pourrait être évité. En 2015, environ 41% des cancers chez les plus de 30 ans étaient attribués à des facteurs de risque modifiables tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, l'alimentation et le surpoids. Le rôle de la prévention est donc central, en particulier celui de la prévention secondaire, c'est-à-dire du dépistage précoce. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a montré à cet égard la fragilité de nos systèmes de prévention. Selon certaines études,
jusqu'à 30% des cancers auraient été sous-diagnostiqués en 2020, retardant ainsi les soins essentiels et compromettant les chances de guérison pour de nombreux patients. Cela dit, des progrès indéniables ont été réalisés au cours des dernières décennies, entraînant une diminution notable du taux de mortalité lié au cancer, grâce à des avancées médicales et scientifiques. Ces progrès sont largement soutenus par le travail de l'Institut national du cancer. Cet organisme est au cœur de notre politique publique de lutte contre le cancer, en coordonnant la recherche, le dépistage et l'information auprès des patients et des professionnels de santé. La mission de l'INCa est primordiale pour garantir que les avancées spécifiques et médicales se traduisent en actions concrètes et efficaces pour nos concitoyens. Monsieur Scotté, j'aimerais donc connaître quelles sont, selon vous, les priorités immédiates pour améliorer la prévention et l'accès aux soins. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, M. Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. Ça a été dit, mais je le redis avec mes mots, le rôle, l'utilité, l'importance de l'INCa n'est pas à plaider aujourd'hui. Je crois qu'on est tous attachés à cet institut qui, effectivement, a trouvé sa place dans notre sphère de santé par rapport à une maladie qui reste excessivement inquiétante et qui présente tout autant de défis. J'aurais une première question, Monsieur le prochain directeur, probablement. Quels sont les moyens concrets de l'INCa en termes de ressources humaines? Vous avez évoqué les moyens financiers, mais concrètement, quelles sont vos capacités humaines à faire de la recherche, à faire de la prévention, à faire du dépistage? J'aimerais avoir quelques indications sur votre capacité à faire et à être. J'aurais également une interrogation sur la place de la démocratie sanitaire pour animer les travaux de l'INCa. Comment vous associez les patients et leurs familles par rapport à vos programmes, par rapport à la finalité de l'INCa? Et je voudrais ouvrir deux champs, Monsieur le prochain directeur. Le premier porte sur le lien entre la vie professionnelle et le cancer, entre l'emploi et cette maladie. Permettre le maintien en emploi ou le retour en emploi, ou alors organiser les conditions de travail d'un salarié malade, me paraît essentiel pour beaucoup de raisons. Quelles sont les actions concrètes de l'INCa et quelles sont vos perspectives pour mieux arrimer peut-être les services de santé au travail, peut-être les grandes branches professionnelles, pour faire en sorte que ça soit plus accessible, que globalement, il me semble qu'il y a des marges de progression à aller chercher sur ce sujet-là pour permettre à des hommes et des femmes qui sont atteints par cette maladie et à leurs familles de ne pas être totalement décrochés de leur emploi et de leur travail. La deuxième interrogation porte sur les mesures d'accompagnement lorsqu'on est en fin de thérapie, en fin de parcours, notamment en termes d'alimentation et de diététique. Il y a effectivement toujours une lourdeur à subir une chimiothérapie. Lorsqu'il y a un retour à la maison, il peut y avoir des difficultés, notamment pour la mère, d'assumer des repas. Il me paraît qu'actuellement, on est dans un vide pour permettre à la famille de continuer à être accompagnée et que probablement l'alimentation est un des paramètres de la thérapie. Je voulais savoir ce que l'INCa pouvait proposer sur ce sujet-là. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, M. Monnet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Scotté, je souhaiterais vous interroger sur deux grands sujets qui affectent les malades d'un cancer, mais aussi leurs soignants. Selon la dernière enquête de la Ligue contre le cancer publiée le 4 février 2024, de plus en plus de personnes atteintes de cancer sont confrontées à des pénuries de médicaments avec des conséquences délétères sur leur santé physique et psychologique. 78% des professionnels de santé en oncologie ont déjà été confrontés à une pénurie de médicaments. Ces pénuries ou retards d'approvisionnement des médicaments sont à l'origine d'angoisse et d'anxiété pour 32% des personnes concernées, d'aggravation des symptômes pour 7% des cas, d'aggravation de leur cancer pour 3% des patients interrogés. Toujours selon cette enquête, 47% des professionnels de santé estiment que la mortalité à 5 ans sera en augmentation en raison des pénuries de médicaments. Comment l'INCa peut-elle concrètement agir pour lutter efficacement contre ces pénuries de médicaments, sachant que pour notre part, nous plaidons pour la mise en œuvre d'un pôle public du médicament et éviter sa marginalisation croissante. Ma deuxième question, c'est sur le reste à charge pour les patients atteints d'un cancer pendant le traitement, mais également post-traitement, est également un sujet qui me préoccupe. Dans le cadre de la précédente législature, les députés communistes ont fait adopter une proposition de loi visant une prise en charge intégrale par la sécurité sociale de l'ensemble des soins dits de support, des dispositifs et prothèses liés au cancer du sein. En effet, un seul dispositif a été mis en place par l'INCa, afin que 3 soins de support, soins psychologiques, suivi diététique et activité physique adaptée, soient pris en charge par la sécurité sociale, mais seulement à hauteur de 180 € par an sur prescription médicale pour tout patient en ALD, et ce jusqu'à 1 an après la fin de son traitement actif. Partagez-vous mon avis que cette disposition est loin d'être suffisante au regard des besoins
Et si oui, soutenez-vous notre démarche et ne pensez-vous pas que, dans le cadre d'une bonne prise en charge du cancer, quel qu'il soit, il est nécessaire et urgent que l'ensemble des soins doivent être intégralement pris en charge par l'assurance maladie? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe UDR, M. Fessa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Scotté, j'ai étudié votre CV, j'ai écouté votre audition par le Sénat, donc je pense que nous ne pouvons que nous réjouir de votre nomination. Et le groupe UDR salue cette initiative. J'ai une question à vous poser. Comme beaucoup de gens, j'ai été concerné directement par le sujet du cancer. Et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être rajouter dans les démarches et les compétences de l'INCa une approche un peu plus poussée pour l'entourage des patients. L'entourage, ce ne sont pas seulement des victimes collatérales, l'entourage, c'est aussi des acteurs de la guérison, enfin, de mon point de vue. Et je trouve qu'en termes d'information, de formation, de pédagogie, c'est un sujet qui appellerait peut-être d'être un peu plus pris en compte. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, j'ai quelques demandes de prise de parole complémentaires, donc je donne la parole à M. Neuder. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Scotté, en écoutant votre présentation, j'ai bien entendu vos trois priorités, la prévention, l'innovation et le droit. J'aurais quelques questions, parce que beaucoup de choses ont été dites. Premièrement, réinsister sur la grande nécessité, si on veut avoir des bases épidémiologiques pour pouvoir faire de la santé publique, de la prévention et à terme de la recherche, la nécessité d'avoir un registre national des cancers. Vous savez que c'est un sujet qui avait été porté par notre collègue du Sénat, Sonia de la Provôté, et je pense que c'est un sujet extrêmement important. Le deuxième sujet concerne la prévention. Je voudrais rebondir sur les propos de Jean-Carl Grelier sur effectivement les délais de prise en charge. Vous savez que nous manquons de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux sur les territoires. Est-ce que vous pensez qu'afin de gagner des délais qui sont parfois des jours de prise en charge qui conditionnent le pronostic à terme, il serait envisageable d'envisager des financements à l'efficience de prise en charge en fonction du délai de prise en charge? C'est un sujet qui a été évoqué mais qui me paraît important. Et le troisième point, pour ne pas alourdir nos discussions, puisque ça a déjà été évoqué, mais je voudrais juste peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est l'accès à l'innovation, et notamment, vous savez qu'un certain nombre de cancers, et notamment les cancers du poumon que vous avez évoqués, qui sont d'ailleurs pas forcément toujours sous dépendance, exposition au tabac, peuvent bénéficier d'un séquençage génétique. C'est des actes qui sont pour l'instant dans des fameux RIHN, des actes hors nomenclature, qui malheureusement ne sont pas pris en charge à leur coût réel. Donc on se retrouve avec une inégalité de prise en charge et d'accès aux soins, puisque globalement, ces dépistages pris en charge peuvent contribuer au déficit de notre hôpital public et n'est pas forcément assuré par des structures privées si malheureusement elles n'en ont pas les moyens financiers. Donc je pense que, est-ce que vous pouvez penser que vous pouvez bouger, nous aider à faire bouger ces enveloppes d'actes hors nomenclature? Merci. Merci, Monsieur le rapporteur général. Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur pour votre exposé. Et je salue l'efficacité de l'action de l'Institut national du cancer depuis 2004. La France a pris le parti de l'innovation, on l'a dit, et de l'immunothérapie. Ça a permis des avancées significatives dans le traitement du cancer et dans l'amélioration de la qualité de vie des patients. On a entendu une équipe française mise à l'honneur lors du congrès de Barcelone ces jours derniers. Mais ces traitements innovants représentent un coût élevé, vous l'avez dit. La Cour des comptes, dans son rapport sur la santé respiratoire, indique que les dépenses liées aux soins des cancers du poumon ont augmenté 4 fois plus rapidement que le nombre de patients traités en 4 ans, en atteignant 2,9 milliards d'euros. Face à ce constat, comment garantir un accès équitable aux innovations thérapeutiques pour tous les patients, conformément aux objectifs de la stratégie décennale? Quelles mesures permettraient d'éviter une situation où certains patients bénéficient de traitements innovants, tandis que d'autres en sont exclus en raison de contraintes budgétaires? Une problématique intrinsèquement liée à celle des pénuries de médicaments, qui ont été aussi évoquées, suscite une frustration considérable pour les mêmes raisons. Comment indiquer au niveau de l'Institut du cancer la contribution à la lutte contre ces ruptures de stock de médicaments anticancéreux?
Et la troisième chose qui a aussi été évoquée, mais qui me semble important sur laquelle il semble important d'insister, les détections précoces de cancer sont en France une technologie disponible, mais on voit que les dépistages actuels peinent à décoller en termes de possibilités d'accès, de délai, mais on est sur des taux faibles de dépistage encore du cancer du sein, du cancer intestinal. Donc, quelles mesures pour élargir l'accès au dépistage pour les populations sous-représentées ou à risque élevé, et comment l'INCa prévoit d'intégrer des innovations technologiques et des approches personnalisées pour améliorer la couverture et l'efficacité des dépistages à l'échelle nationale? Je vous remercie. Merci, Monsieur Turquois. Monsieur le Président, Monsieur Scotté, chers collègues, depuis 7 ans, l'ONDAM a progressé de plus de 50 milliards d'euros, avec notamment une très forte progression liée aux affections longue durée et au cancer. Donc, s'attaquer à la question du cancer, c'est peut-être aussi une façon de concilier cette question de la progression des dépenses liées à ce sujet. Vous avez parlé de la prévention avec le triptyque tabac, alcool, alimentation, auquel je souscris. J'invite d'ailleurs la Commission Affaires sociales à se questionner sur le sujet, parce que je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale soit elle-même exemplaire sur ces 3 sujets. Je pense que c'est un message qu'on envoie aussi à nos concitoyens. Vous avez parlé de prévention sur ces sujets, de communication sur ces sujets. Est-ce que vous envisagez aussi, on pourrait porter des mesures peut-être plus coercitives, certaines générations auxquelles on n'autoriserait pas l'accès au tabac jusqu'à un certain âge? Enfin, je pense qu'il faut aller plus loin que de la communication qui existe depuis de nombreuses années. En matière de diagnostic précoce, il existe un certain nombre de traceurs pour maintenant détecter des cancers de façon très en amont, mais il y a aussi des prédispositions génétiques qui me semblent importantes, peut-être sur la base du volontariat, mais qu'on pourrait généraliser à tous ou à certaines populations en fonction des risques et qui, à mon sens, permettraient d'éviter des développements de cancers ultérieurs. On parle aussi de génomique. L'analyse du profil génétique des tumeurs est loin d'être systématisée en France, le profil génétique profond des tumeurs, et qui permet de mieux cibler les traitements qui sont appropriés. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des sujets Est-ce que vous avez des options sur ce sujet-là? Et enfin, je m'associe à mes collègues qui ont évoqué la notion du registre national du cancer, qui permettrait de distinguer des inégalités territoriales et peut-être d'en déduire des axes d'action majeurs. Je vous remercie. Merci, Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Scotté, vous l'avez dit, et je pense que l'essentiel, c'est que les dépistages puissent rester au plus près des territoires. Et à ce titre, je tiens à saluer l'engagement du monde associatif, mais également du monde de l'entreprise, qui font un travail formidable. On va le voir notamment à l'occasion d'Octobre Rose et du dépistage du cancer du sein. En Franche-Comté, on a un exemple de partenariat de réseau qui fonctionne bien, l'Institut régional fédératif du cancer, qui a permis notamment au travers d'un partenariat de déployer un mammographe sur l'hôpital de Dole, qui permet du coup de rapprocher les lieux de dépistage et qui favorise nécessairement la prévention. Vous avez salué l'importance de mener de front le dépistage, le traitement et la recherche. Et je crois qu'il faudra qu'on soit capable de s'appuyer sur le rôle essentiel des médecins généralistes et des médecins de famille qui prennent le temps d'accompagner au plus près de nos territoires cette prévention primaire en amont, cette prévention secondaire, mais également la prévention tertiaire de la réinsertion socio-professionnelle qui suit un cancer. Ensuite, comment prévoyez-vous d'assurer la pérennisation sur du long terme des actions qui sont menées en termes de prévention et de dépistage ? Nul n'est sans savoir que le politique a tendance à changer et les ministères ont tendance également à changer régulièrement. Pour autant, cette prévention et ce travail de fond n'attend pas. Et je pense que les collectivités et les associations en local sont preneurs que justement on puisse avoir un cap qui reste le même pendant quelques années pour pouvoir juger du bon fonctionnement des actions qui ont été mises en œuvre. Ensuite, seriez-vous capable de décentraliser le personnel parisien pour mutualiser leurs actions dans nos territoires et les associer pleinement aux actions qui sont menées au plus près de nos concitoyens par les professionnels de santé, par les associations, par les familles et par les collectivités. Et enfin, comment prévoyez-vous d'inclure cette intrication des soins curatifs et des soins palliatifs? On en a beaucoup parlé pendant la précédente législature, pour favoriser sa connaissance, la connaissance des soins palliatifs et son déploiement en réponse aux attentes des patients sur l'ensemble du territoire. Merci. Merci, Monsieur Rousset.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Scotté, je vous remercie d'abord d'être venu parmi nous au sein de cette commission. L'Institut national du cancer joue un rôle important dans l'appropriation des connaissances et des bonnes pratiques, que ce soit pour les usagers ou les professionnels de santé. Depuis la loi du 9 août 2004, l'Institut est chargé de définir les bonnes pratiques et les conditions nécessaires à la qualité de la prise en charge des maladies atteintes du cancer. Dans le contexte actuel où la situation financière actuelle du pays nous impose de nous questionner sur l'utilisation des données publiques, l'Institut peut jouer un rôle important avec les recommandations qu'il publie. En effet, il peut orienter les pratiques diagnostiques, d'examen et de surveillance afin d'éviter une multiplication non nécessaire des examens, des marqueurs, des soins, etc., tout en maintenant la sécurité des usagers et la qualité des soins. Quelles sont vos perspectives de travail pour que l'Institut national du cancer déploie une stratégie dans ce sens? Je vous remercie. Merci. Dernière intervention proposée par Madame Leboucher. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Scotté pour vos propos introductifs. Alors, vous avez évoqué le retard de la France en matière de dépistage et de prévention. Et en effet, plusieurs études l'ont démontré, notamment Santé publique France, où on voit un taux de dépistage du cancer du sein à hauteur de 50% et du cancer colorectal à 32%. Et ça a été pointé aussi par l'Organisation européenne du cancer en mai 2024. Alors, je note aussi qu'elle note aussi qu'une fois qu'on est dans le système de soins, en France, nous sommes plutôt bons. Donc, c'est bien, par contre, la question de l'accès, donc du dépistage, de la prévention, mais de l'accès aux soins. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Donc, la couverture vaccinale, vous avez vanté celle sur le papillomavirus. Et si on regarde les chiffres avec d'autres pays qui l'ont mis en place, on est quand même très, très en retard. Je ne vais pas revenir sur la consommation d'alcool et de tabac, où il y a quand même une hypocrisie bien française sur ces sujets. Mais surtout, un élément qui est pointé, c'est le manque de médecins et de soignants pour l'accès aux soins. Donc, vous avez fait des déclarations, vous avez parlé de dispositifs, mais quels moyens concrets et quels professionnels pour mettre ces dispositifs en place? Et je vous interrogeais aussi sur les cancers d'origine professionnelle, notamment ceux en lien avec le glyphosate. Les études montrent l'impact du glyphosate dans le développement de certains types de cancers. Donc, alors que la France ne s'est pas opposée à la prolongation de l'utilisation du glyphosate par l'Union européenne, pensez-vous que l'INCa doit pousser pour la reconnaissance du glyphosate comme substance cancérigène? Je vous remercie. Monsieur Scotté, vous avez la parole pour répondre à ces nombreux questionnements. Merci beaucoup. Merci pour l'ensemble de ces questions. Alors, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre avec précision et détail à l'ensemble d'entre elles, évidemment, mais je m'y efforcerai un maximum. Effectivement, à l'aube de la prise de poste et n'ayant pas forcément toutes les informations à ma connaissance, mais je vais quand même essayer de vous répondre, en tout cas, sur l'ensemble des sujets. Peut-être sur une question qui est revenue souvent sur la question budgétaire, finances publiques, monsieur le député Bernard, monsieur le député Bazin, également monsieur Clouet, sur le budget de l'INCa. Donc, vous redire que c'est un budget de 1,74 milliard pour la stratégie décennale. C'est un budget qui est en hausse de 20% par rapport au plan cancer précédent. Tout n'est pas porté évidemment par l'INCa, puisque c'est une stratégie interministérielle. Au sein de l'INCa, le budget qui est affecté à peu près 120 millions d'euros en moyenne. L'année dernière, il était de 147 millions d'euros, avec une subvention du ministère de la Santé pour la partie plutôt fonctionnement, 35 millions d'euros, et puis une subvention de l'ANR et dans le programme 172 sur la recherche. À peu près 65 millions d'euros par an est consacré à ça. L'INCa a également de la trésorerie qu'elle a su utiliser d'ailleurs l'année dernière puisqu'évidemment les sujets de recherche sont pas forcément linéaires et donc il peut y avoir des séquences où on décaisse beaucoup plus d'argent que d'habitude. Donc c'est le cas de l'année 2023 où on a financé notamment des CIRIC et des sites de recherche. Et donc, l'INCa a su utiliser sa trésorerie. À peu près une trentaine de millions d'euros ont été utilisés pour assumer ses dépenses. Donc, on va dire que c'est un institut qui est rigoureux sur ses moyens budgétaires, sur sa stratégie. Et mon vœu, c'est qu'on soit effectivement assez transparent, peut-être plus transparent que ça ne l'est aujourd'hui, sur quels sont les moyens exacts consacrés à la recherche sur le cancer, qui est un chiffre que j'ai eu moi-même des difficultés à trouver. Et donc, je souhaite qu'on aille sur beaucoup plus de transparence s'agissant des moyens.
Sur la question des dépistages précoces qui est revenue un peu de manière générale et sur les programmes de dépistage organisés, alors oui, nous sommes en retard, très en retard, et je pense qu'on doit l'assumer collectivement. Sur le cancer du sein, nous sommes en baisse sur le nombre de personnes qui participent au dépistage organisé. On est à 47%, on était à 50%, on a baissé à 47 voire 46%. Évidemment, il y a des dépistages individuels qui sont faits par les femmes en parallèle, et donc ça nous remonte d'une dizaine de pourcents, donc on doit être autour des 60%, mais les recommandations européennes, c'est plutôt autour de 70%. Donc sur le cancer du sein, on a un léger retard. Sur le cancer colorectal, on est très en retard, puisqu'il y a un tiers de personnes qui participent effectivement au dépistage. Et puis sur le cancer du col de l'utérus et sur la vaccination, vous l'avez dit à plusieurs reprises, des pays sont pas loin d'éradiquer les cancers liés au papillomavirus. L'Australie, certains pays nordiques, avec des vaccinations qui ont commencé dans les années 2000 et qui aujourd'hui atteignent pratiquement 80% de vaccination. Donc on est très en retard, évidemment, côté français sur la vaccination. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se flageller, mais plutôt dire qu'il faut avancer dans la direction. Et honnêtement, on ne peut que saluer le travail qui a été fait sur la vaccination au collège la première année, avec 48% des filles de 12 ans qui ont été vaccinées, 41% des garçons, alors qu'on était très très en retard sur les garçons. Et donc sur le cancer du col de l'utérus, sur la vaccination, ça sera une de mes priorités. C'est une priorité de cette rentrée, de relancer cette vaccination HPV. Peut-être même se poser la question du caractère obligatoire lorsque le temps le voudra. Et c'est pas moi d'ailleurs de le proposer, mais en tout cas c'est aux médecins de s'interroger sur cette question. En tout cas c'est une proposition du député Bernard. Sur la question des innovations pour améliorer effectivement le dépistage, en 2024 on a transféré à l'assurance maladie la gestion des relances et des invitations sur les programmes de dépistage organisés. Donc l'intérêt de l'assurance maladie, c'est qu'ils ont une force de frappe importante en matière de système d'information, d'accès aux personnes et aussi d'accès aux médecins généralistes et aux professionnels de santé pour leur indiquer la nécessité de faire de la prévention. Donc il y a une logique de prendre le premier contact quel que soit le premier contact, pour parvenir à diagnostiquer les personnes. Donc il faudra voir comment ça se traduit dans les faits, ce transfert à l'assurance maladie qui a commencé uniquement cette année, mais on espère effectivement avoir une plus grande efficacité dans les relances, dans le suivi. Il y a des innovations qui sont sans cesse déployées sur le dépistage. Sur le cancer du sein, on a la question de l'utilisation de la tomosynthèse qui se déploie avec un avis favorable de la HAS pour développer la mammographie en 3 dimensions. Sur le cancer colorectal, on a un kit qu'on peut commander en ligne désormais. On peut aussi passer chez le pharmacien, tout à fait. Et l'assurance maladie, dans son rapport chargé produit, propose d'ailleurs qu'on puisse décliner cette possibilité de commander le kit, y compris à des infirmières, par exemple, ou des sages-femmes, pour pouvoir déployer ce kit de cancer colorectal. Donc voilà, des innovations qui sont en cours. Sur le cancer du poumon, il y a eu une question notamment du député Bazin. Effectivement, l'appel à projet a été lancé à l'été, cet été. Donc on devrait avoir un retour sur les appels à projet d'ici l'automne pour lancer des premières expérimentations d'un dépistage organisé du cancer des poumons. Donc il y a plusieurs études qui ont démontré que par un scanner à faible dose, on pouvait diagnostiquer ou avoir une approche de diagnostic précoce sur le cancer du poumon. Je rappelle que le cancer du poumon, c'est pour moi le plus terrible. On est à 33 000 décès par an et des taux de survie à 5 ans qui sont de 20%. Donc là-dessus, honnêtement, si un diagnostic précoce est réalisé, on va pouvoir en tout cas changer la donne sur cette question. Les études, c'est l'étude Nelson, effectivement, et une étude de la PHP, l'étude Cascade sur le cancer des poumons chez les femmes. Donc, ça sera un des défis des prochaines semaines, en tout cas pour l'Institut national du cancer.
Sur la question des cancers pédiatriques, qui est une question qui revient, qui est importante. Pour rappel, effectivement, on est à 2500 cancers pédiatriques par an, 500 décès. Les cancers pédiatriques sont des cancers différents des cancers adultes, souvent des leucémies, des lymphomes et des cancers embryonnaires, avec des taux de survie qui sont, on peut s'en féliciter, meilleurs que les cancers pour adultes. On est à un peu plus de 80% de taux de survie à 5 ans pour les cancers de l'enfant, alors que sur les cancers adultes, c'est plutôt de 60% en moyenne. Donc voilà pour vous placer ça, mais du coup c'est 0,5% évidemment des cancers, mais ça prend une dimension qui est évidemment tragique, importante, et il faut pouvoir s'en saisir. Qu'est-ce qui a été fait à l'Institut national du cancer? La première chose qu'on a faite en 2019, c'est de lancer une task force au sein de l'Institut national du cancer qui a associé les associations, puisque je pense que sur ces questions-là, évidemment, la question de l'association des parties prenantes et du monde associatif est particulièrement nécessaire, et notamment des parents d'enfants atteints de cancer, pour savoir comment on répond au mieux à leurs besoins. Donc ils ont été associés dans une task force et ils continuent de l'être pour animer ce travail sur le cancer pédiatrique. L'INCa produit chaque année un rapport faisant état des travaux qui sont menés en matière de cancer pédiatrique. Donc vous pouvez le retrouver. Ce qui a été fait également, c'est la labellisation de centres spécialisés sur les cancers pédiatriques. Il y a 3 centres qui ont bénéficié d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour améliorer la recherche et les soins cliniques en matière de cancer pédiatrique. Il y a notamment le Paris Kids Cancer à Paris qui a permis d'associer la PHP, l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, donc on va dire l'élite. Voilà. On a également un centre spécialisé dans le cancer pédiatrique dans le sud et un dans le nord-est, donc pour essaimer sur l'ensemble du territoire et avoir cette logique de centre d'excellence qui a été déployée grâce aux investissements portés dans l'amendement porté l'année dernière en PLF, qui a permis d'augmenter de 20 millions d'euros les budgets consacrés au cancer pédiatrique. On a également fait de la structuration de l'offre de soins. Il y a ce qu'on appelle des organisations interrégionales qui ont été déployées. Donc 5 organisations interrégionales sont présentes sur le territoire pour effectivement traiter mieux la question des cancers pédiatriques. C'est des cancers qui sont plutôt rares et pour lesquels effectivement il faut des niveaux de technicité, de compétences et de spécialistes qui dépassent la région. Donc c'est des organisations interrégionales. Enfin, peut-être dire sur le cancer pédiatrique, évidemment, comme il faut beaucoup d'informations, il faut partager ces informations avec les pays étrangers pour mieux traiter ces cancers. Et donc, dans le cadre du G7 cancer qui a été impulsé par Norbert Ifra, figurent les cancers pédiatriques comme une des priorités, notamment en termes de transfert de données, pour savoir comment ça se passe dans les autres pays et comment on peut collectivement mieux combattre ces cancers. Et alors sur les essais cliniques, Monsieur Bazin, effectivement, alors j'ai pas les chiffres en tête. Je sais que dans le programme Accès, donc qui est le programme, on va dire, d'accès aux médicaments thérapeutiques innovants qui a été déployé par l'INCa, qui est un programme qui permet pour des médicaments qui n'ont pas d'indication de les transposer pour certains malades qui sont en échec thérapeutique. Ce programme Accès qui date d'il y a 10 ans et qui a fait ses preuves et qui déploie des essais cliniques, près de 1200 patients sont en essais cliniques. Il y a une partie de ce programme dans lequel il y a des enfants qui sont dans les essais cliniques. Donc on n'oublie pas du tout cette question-là. De mémoire, c'est quelques centaines évidemment, parce que c'est sur 2000 cancers par an, ça reste évidemment des chiffres limités, mais en tout cas, je prends effectivement votre remarque et je peut-être reviendrai vers vous sur les chiffres du nombre de patients, enfants dans les essais cliniques. Je n'ai pas le chiffre, mais en tout cas, je pense que c'est le cas, en tout cas sur le programme Accès déployé par l'INCa. Peut-être sur la question du député de Lozana sur les cancers pédiatriques, j'y ai répondu. Sur la question du plan européen, donc évidemment vous dire qu'il y a une cellule Europe au sein de l'INCa
qui est chargé d'animer ce plan européen. Le plan européen, il a été initié à peu près en même temps que la stratégie décennale en 2021. Il bénéficie de financement à la fois de la partie santé, donc Europe for Health, et de la partie recherche, avec le programme Horizon. Et donc ce plan européen, il reprend globalement les objectifs qu'on a au niveau national. Il y a 10 mesures phares, 10 initiatives phares qui sont déployées. Et c'est sûr, donc sur la prévention, on a la question effectivement de la vaccination HPV qui fait partie d'une stratégie européenne, le programme PERCH. On a des questions sur la question de la compréhension du cancer et les initiatives en matière d'atlas des cancers. Et donc c'est le programme UNCAN. On a des labellisations de centres d'excellence de niveau européen qui sont effectivement développés. Voilà. Évidemment que ces questions-là doivent être traitées à l'échelle européenne. Et notamment sur des cancers rares et les cancers de mauvais pronostic où on a besoin de la donnée d'autres pays pour pouvoir avoir un vrai diagnostic d'épidémiologie. Sur la question des pénuries de médicaments, député Bernard notamment, peut-être vous dire effectivement que sur les pénuries de médicaments, il y a une feuille de route du ministère de la Santé qui a été déployée sur les pénuries. Depuis la crise du Covid, on constate une aggravation des questions de pénurie du médicament avec 5000 signalements, dont une partie sur les anticancéreux. Le rôle de l'INCa, c'est d'être un rôle d'expertise et de travailler notamment avec la NSM. La NSM qui, elle, est en charge de la politique du médicament et de la vigilance, de la surveillance sur les médicaments. Mais l'INCa participe en tant qu'expert. Donc elle a listé 43 médicaments anticancéreux qui sont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour lesquels on a une vigilance particulière en termes de stock, d'accès par les laboratoires qui le produisent. On a évidemment la question de stratégies alternatives lorsqu'il y a des pénuries. Par exemple, sur le Vendésine, on sait qu'on aura des pénuries en 2025 et donc l'INCa a participé avec son réseau d'experts pour animer, on va dire, ce que pourrait être une stratégie alternative ou quel médicament alternatif on peut proposer aux patients lorsqu'il y aura une rupture d'approvisionnement. Et donc il y a une logique d'anticipation qui est également proposée avec la NSM. Sur les remèdes, donc au-delà de la question de la gestion de crise et des questions de stock, il y a la question de la relocalisation et de la production. C'est une question qu'il faut aborder. En 2023, on a financé avec le ministère de la Santé 6 projets de relocalisation d'anticancéreux pour pouvoir effectivement, derrière il y a un enjeu de souveraineté et d'accès au traitement, et donc c'est un enjeu qu'il faut pas du tout négliger. Dans le cadre de Choose France également, on a pu saluer des initiatives de laboratoires pharmaceutiques pour avoir relocalisé des lignes de production sur certains anticorps monoclonaux qui vont servir à l'immunothérapie et à la production d'anticancéreux. Donc les promesses entre guillemets des industries pharmaceutiques doivent se transposer avec une logique de relocalisation sur le territoire. Sur l'accès au traitement, dans une logique peut-être plus territoriale, ce qui a été évoqué, notamment par le député Lozana et par le député Clouet. Évidemment, la problématique sur le cancer se pose un peu différemment que peut-être sur d'autres spécialités. On n'est pas sur la question des services d'urgence, ou on n'est pas sur la question des maternités. Il faut avoir un très bon niveau de prise en charge et parfois aller à une échelle départementale ou régionale pour accéder à de la prise en charge de qualité. C'est un peu le sens de la réforme du régime d'autorisation qui a augmenté les seuils, notamment sur le cancer du sein, pour avoir une réponse qui soit graduée et qui puisse profiter à chacun, mais aussi avoir une réponse à des traitements de qualité, avec un parcours de soins de qualité, notamment pour les cancers de mauvais pronostic, les cas complexes, et pour l'oncogériatrie. Monsieur le député Gage, effectivement, il faut qu'il y ait une filière d'oncogériatrie qui se déploie, puisque l'âge moyen de diagnostic du cancer est plutôt de 70 ans. Donc c'est
entre guillemets, le début des premières fragilités sur la perte d'autonomie. Donc sur l'accès au traitement, qu'est-ce qui est fait? Il y a d'abord une logique d'accès aux médicaments innovants. L'INCa a poussé fortement pour l'accès précoce, les dispositifs d'accès précoce et d'accès direct qui ont été déployés depuis le PLFSS 2021. Il y a à peu près 127 000 patients qui ont bénéficié de l'accès précoce pour 150 médicaments, et donc ce qui permet de réduire les délais pour avoir les autorisations de mise sur le marché, et notamment pour les patients en échec thérapeutique. Donc d'abord un accès précoce. Ensuite, il y a l'accès aux essais cliniques. Il faut qu'il y ait une diversité et une massification de l'accès aux essais cliniques. C'est ce que fait l'INCa lorsqu'elle labellise ce qu'on appelle les centres labellisés d'accès aux essais cliniques. Il y en a 16 sur le territoire. Donc il y a une logique effectivement de décentralisation territoriale de l'accès aux essais cliniques. Sur la question du prix des traitements des médicaments, Monsieur Clouet notamment, et évidemment qu'il y a des... vous l'avez dit, sur des innovations thérapeutiques, on est sur des traitements à plusieurs centaines de milliers d'euros, et notamment par exemple sur le traitement ce qu'on appelle les cellules CAR-T, qui sont... on va dire des ajustements d'immunothérapie de lymphocytes T. C'est des traitements effectivement à plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'ils ne s'appliquent pas à tous les cancers évidemment. Ça pèse sur l'ONDAM, vous avez raison, monsieur le député Turquois aussi, et effectivement dans la stratégie du médicament, il y a un enjeu de maîtrise de l'ONDAM avec la question de l'innovation, la question de l'accès aux médicaments et des régulations qui sont faites. Alors l'INCa ne tarifie pas les médicaments, évidemment, c'est le rôle du CEPS. Ce qu'on peut dire, c'est que sur la plupart des anticancéreux, il faudra qu'on soit vigilant sur l'innovation réelle, c'est-à-dire... on sait tous qu'effectivement, sur la logique industrielle, on peut avoir une petite innovation moléculaire qui coûte très cher à l'assurance maladie à la fin, mais l'efficacité n'est pas forcément meilleure. Donc il faut être très vigilant sur la réalité de cette innovation en termes de survie. Il peut y avoir des innovations qui ne sont pas forcément moléculaires, mais qui sont liées plutôt à la manière dont on traite les personnes, et notamment tout un programme qui est développé par l'INCa de désescalade thérapeutique qui vise précisément à faire moins en termes de prise en charge et de traitement pour avoir des traitements qui sont plus facilement tolérés par les patients. Donc ça, c'est de la maîtrise et de l'efficience financière. Après, voilà, vous dire qu'effectivement, sur l'accès aux médicaments, donc les anticancéreuses sont la plupart du temps dans la liste en sus, donc elles sont hors des tarifications T2A. Et qu'il n'y a pas, on va dire, de contraintes qui pèsent en premier chef sur les hôpitaux ou sur les centres de lutte contre le cancer. La contrainte, elle est peut-être plus forte sur les tests moléculaires, et notamment avec la réforme du RIHN qui a eu lieu en PLFSS 2023, qui doit permettre d'améliorer ça, puisqu'effectivement, sur certains tests moléculaires, notamment pour génétiquement identifier... avoir la carte d'identité de la tumeur, on a des tests qui se déploient et qui, eux, sont dans une enveloppe fermée de l'ONDAM, et donc ça peut peser parfois sur les hôpitaux qui ne sont pas remboursés, entre guillemets, à 100% par l'assurance maladie de ces tests. Donc là-dessus, il faut qu'on améliore la situation pour déployer les tests génétiques applicables aux tumeurs. Peut-être sur les cancers professionnels qui ont été cités par le député Davy et par le député Clouet. Alors c'est un sujet important, les cancers professionnels. Je vous rejoins sur la situation. On a à peu près 1800 cancers professionnels qui sont déclarés chaque année. Donc c'est des cancers qui, fort heureusement, sont... entre guillemets, reconnus comme maladies professionnelles et qui bénéficient effectivement, qui conduit à bénéficier d'un traitement favorable pour les patients en termes de prise en charge, en termes de rente, accident du travail, maladie professionnelle, et en termes d'ailleurs de départ en retraite également. On peut avoir des départs en retraite anticipés pour les personnes qui sont atteintes de maladies professionnelles.
Sur les cancers professionnels, on a des choses qui sont effectivement très claires et très documentées par les scientifiques, notamment sur l'amiante. Et c'est des choses qui évoluent. L'ANSES, en 2023, a démontré que, par exemple, il y avait un lien de corrélation entre les cancers du larynx et le cancer des ovaires et l'exposition à l'amiante. Et donc, on a modifié les tableaux des maladies professionnelles en conséquence. Donc, là-dessus, on est très au clair qu'il faut que ça avance dans ce sens-là, avec une réalité scientifique qui doit primer sur l'ajustement ensuite des tableaux de maladies professionnelles. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a une sous-déclaration évidente de ces maladies et de manière générale des accidents du travail et des maladies professionnelles. Chaque année, la branche maladie reverse à la branche AT-MP 1 milliard d'euros pour tenir compte de cette sous-déclaration. Effectivement, sur les cancers, on estime plutôt qu'on est autour de 12 à 15 000 cancers selon les études liées à l'exposition professionnelle, alors que, comme je l'ai dit, on est à 1800 cancers diagnostiqués avec une présomption de lien avec l'activité professionnelle. Donc il faut avancer sur ces sujets-là. Je sais que, par exemple, vos collègues du Sénat ont fait un rapport sur les sapeurs-pompiers et leur exposition professionnelle. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses sur lesquelles on sera prêt à avancer. Sur la question des registres ou des données départementales qui a été citée à plusieurs reprises, j'ai répondu à cette question au Sénat et en fait je me suis appuyé sur la réponse du président Norbert Ifra qui, on va dire, définit la ligne en termes scientifiques. Donc sa position effectivement c'est qu'aujourd'hui on a une trentaine de registres cancer qui sont déployés dans le territoire et ça couvre à peu près 21% du public et 100% des cancers pédiatriques. Alors, ces registres cancer, en tout cas en termes de coût-bénéfice, on considère que c'est assez satisfaisant pour faire des études épidémiologiques. Probablement qu'il faut travailler sur certaines zones géographiques particulières dans lesquelles il y a eu notamment, par exemple, beaucoup d'industries et donc beaucoup d'exposition à des pollutions, et voir s'il n'y a pas quelque part une augmentation des cancers. Mais globalement, la ligne qui est celle de l'INCa, qui est la ligne scientifique que je vous partage, c'est voilà, de dire que ce qu'il faut faire, c'est pas tant augmenter les volumes que travailler sur la profondeur de données et la qualité des données. Et c'est ce que fait l'INCa avec le déploiement d'un entrepôt de données qui enrichit la donnée avec des données de l'assurance maladie, des données du Health Data Hub et aussi des données anatopathologiques ou des données du dossier communicant en cancérologie qui permettent d'enrichir effectivement et faire des études ensuite d'épidémiologie sur ces questions-là. Après, il y a une proposition de loi, notamment des sénateurs, pour avoir un registre national. Et évidemment, si la représentation nationale adopte cette proposition, on en tirera les conséquences budgétaires et en termes de coûts-bénéfices pour le suivi particulier des cancers. Monsieur le député Gage, sur effectivement le soutien à l'autonomie, donc vous savez que c'est un sujet qui m'est particulièrement cher. Comme je vous l'ai dit, l'âge de diagnostic des cancers, c'est autour de 70 ans, donc c'est un âge un peu clé dans le début des fragilités. Je vous rejoins sur le fait qu'il faut faire beaucoup plus le lien entre les politiques médico-sociales et les politiques de santé, notamment sur la prévention. Je pense qu'on n'a pas encore fait ce lien, même en créant les rendez-vous prévention et qui se déploient. Il faudrait qu'on arrive effectivement sur les départs en retraite, c'est-à-dire à peu près autour de 65 ans, à avoir un diagnostic de prévention sur les fragilités cognitives, les fragilités sociales et sur les fragilités sur le plan sanitaire et notamment des cancers. Mais en tout cas, je pousse ardemment à développer ces détections précoces, notamment la généralisation du programme ICOP, qui est un programme de l'OMS sur lequel on peut accéder assez facilement à un diagnostic, un premier diagnostic, on va dire, des fragilités.
Il y a une filière de l'oncogériatrie qui se déploie, qui est labellisée. On a des unités spécifiques qui s'appellent les UCOG, qui se déploient dans les territoires pour tenir compte de la spécificité des patients âgés et peut-être du lien qu'il faut faire un peu plus avec le traitement de la douleur et des soins palliatifs. Moi, mon intention et mon objectif, c'est aussi de développer un peu plus le traitement à domicile. Dans la logique du virage domiciliaire, peut-être que certains veulent déployer. Et effectivement, il y a quand même tout un enjeu effectivement pour les personnes âgées d'aller à l'hôpital pour se faire soigner et les difficultés que ça pose. Donc sur la HAD et sur le traitement à domicile, il faut qu'on avance s'agissant des cancers. Et on sait qu'il y a des chimiothérapies médicamenteuses qui se déploient. On sait que sur la HAD, les patients qui sont traités en HAD se multiplient, mais ça reste quand même assez marginal quand on regarde les derniers travaux de traitement des cancers. Peut-être que le Covid améliorera les choses, puisqu'effectivement, on a développé des stratégies différentes pour traiter les patients à l'aune du Covid. Il faut qu'on en tire complètement le bilan. Sur l'ALEVER et le dépistage, donc effectivement la logique c'est que l'assurance maladie prenne en charge les dépistages programmés et que l'ALEVER soit fait par les dispositifs régionaux du cancer. L'ALEVER c'est en fait avoir un traitement adapté au public que l'on vise, que ce soit des personnes en difficulté sociale, des personnes handicapées ou des personnes qui ont des troubles psychiques et il y a toute une série d'appels à projets qui sont développés par l'INCa pour détailler ces dispositifs d'ALEVER. On peut penser effectivement aux mammographies, au déploiement des mammographies. On peut penser à ce qui est fait en milieu scolaire, notamment pour ce qu'on appelle les zéro exposition en milieu scolaire, qui permet effectivement des appels à projets pour faire de la prévention sur l'exposition facteur de risque dans le milieu scolaire. On a aussi tout un travail sur le déploiement de l'activité physique adaptée pour les jeunes, pour évidemment lutter contre la sédentarité. Donc ça fait partie des dispositifs d'ALEVER. C'est pas l'INCa qui déploie tout. Il y a des traductions régionales de la stratégie avec les ARS et surtout avec les collectivités locales. Il y a un club collectivité locale et prévention du cancer qui a été développé par l'INCa et il faut qu'on nourrisse ce travail-là. Sur les questions ultramarines, M. Gage aussi, peut-être vous dire que voilà, il y a tout un volet de la stratégie décennale qui est consacré à l'outre-mer. L'INCa s'est même déplacé à plusieurs reprises dans les Antilles pour faire notamment des analyses de taux de survie des cancers avec une spécificité insulaire ou territoriale liée dans les Antilles notamment. Et peut-être vous dire aussi qu'on déploie des dotations spécifiques pour avoir un déploiement des essais cliniques dans l'outre-mer, parce que c'est plus difficile, on va dire, qu'ailleurs. Et enfin, vous dire que sur la chlordécone, il y a un programme de recherche qui est lancé avec un budget de 3,5 millions d'euros pour mieux identifier le lien entre chlordécone et cancer de la prostate, même si ce lien a été établi et qu'il est d'ailleurs traduit dans les maladies professionnelles et dans le fonds pesticides. Voilà, tout à fait. Voilà, peut-être Monsieur Davy. Alors sur la question des pollutions et de l'environnement, donc c'est un sujet qui est très important, mais c'est peut-être le sujet le plus compliqué, puisqu'effectivement sur un plan scientifique, il faut pouvoir étayer le lien ou les corrélations entre l'exposition à des facteurs ou à des substances chimiques et le cancer. Et donc effectivement, on peut avoir des produits qui sont dangereux pour la santé, qui sont avérés comme cancérigènes, mais il faut avoir la question derrière de l'exposition à ces risques et des seuils. Et donc c'est toute une partie de la recherche qui est faite notamment avec l'ANSES, qui est un programme dédié sur le cancer et le lien avec les substances chimiques.
avec cette notion qu'on appelle l'exposome, hein, qui est effectivement d'avoir une vision à 360 sur l'exposition aux facteurs de risque à travers les âges des personnes pour identifier les risques de cancer. Donc c'est un travail qui est mené. Il y a à peu près 10% des actions de la stratégie décennale qui sont dédiées à ces facteurs environnementaux. Évidemment, parfois, c'est plus facile quand on, par exemple, sur les pesticides ou sur les cancers professionnels, l'amiante, on a des liens directs. C'est plus compliqué lorsque c'est des pollutions, des perturbateurs endocriniens. Et donc, il faut qu'on continue ce travail-là. Et les incertitudes qu'on peut avoir sur le plan scientifique n'empêchent pas d'agir. Et il faut évidemment... pour lutter contre le cancer, mais aussi pour lutter contre d'autres maladies, se protéger de ces pollutions. Sur les PFAS, il y a eu un débat au Parlement sur ces questions-là. Et il faudra qu'on continue le travail scientifique qui sert à motiver les actions qui seront menées. Monsieur le député... Grelier, sur la question du temps entre diagnostic et délai, vous avez totalement raison, et la Ligue contre le cancer a publié cette étude qui montre qu'il y a une augmentation des délais entre 2019 et 2023, une augmentation des délais de traitement des cancers, notamment le cancer du sein, où en moyenne on est plutôt à 11 semaines sur le temps entre le diagnostic et le traitement. Donc c'est des études, enfin c'est des enquêtes qui sont faites par la Ligue contre le cancer, donc il faut quand même qu'on ait un travail à l'INCa pour savoir effectivement la réalité de ces chiffres. La HAS a développé des indicateurs de qualité, les IQSS sur le cancer, et donc il faut qu'on suive avec attention ces indicateurs. Et dans les indicateurs, il y a évidemment la question des délais de traitement, puisqu'il y a une relation assez forte qui peut exister entre délai de traitement et mortalité des cancers. Donc il faut qu'on avance là-dessus, je m'y engage, à la fois sur montrer la réalité de ce qui se passe et comment on peut agir. L'INCa propose des appels à projets sur des innovations en matière d'organisation, de parcours, de coordination, notamment pour les cancers de mauvais pronostic. Je sais par exemple que l'hôpital Mondor a fait des innovations pour certains cancers, pour tout de suite avoir effectivement, dès qu'on a une première suspicion, des examens complémentaires et peut-être des premiers traitements. Monsieur le député Gerguignon, sur crise sanitaire et Covid, donc l'INCa a déployé un gros travail, je crois, pendant la crise pour répondre à l'expertise qui peuvent se poser liée à la situation sanitaire, et notamment au fait que certaines chirurgies programmées ont dû être déprogrammées pendant la crise. Donc il y a eu des stratégies d'adaptation qui ont été proposées par les experts scientifiques, notamment le fait de passer d'abord par une chimiothérapie ou une radiothérapie avant la chirurgie. Enfin, en tout cas, ils ont essayé d'adapter les choses. Mais il est clair qu'effectivement, il y a eu des retards dans le traitement et des retards aussi dans les dépistages et les diagnostics. Je pense que c'est un peu tôt encore pour savoir quelle est la réalité de ces effets sur la survie ou sur la mortalité. Il faudra qu'on mène cette étude-là. En tout cas, l'INCa a une cellule Covid et crise sanitaire qui va se déployer. Et le ministère de la Santé aussi a créé un centre de crise tout récemment et pourra nous aider sur savoir comment on adapte en cas de crise sanitaire les traitements. Monsieur le député Viry, sur la démocratie sanitaire, donc vous dire qu'il y a effectivement un comité de démocratie sanitaire à l'INCa, donc avec des professionnels et des patients. Donc la démocratie sanitaire, elle doit vivre. Et alors moi qui ai beaucoup travaillé sur le handicap, je pense qu'il faut qu'on soit dans une logique de co-construction avec le monde associatif. Et je peux aussi vous citer le fait qu'on a créé un Living Lab à l'INCa qui permet effectivement de travailler différemment à la manière dont on peut traiter les patients en les associant aux réponses et aux solutions, ainsi que les professionnels. Donc ce Living Lab, il a pu se déployer ces dernières années. Sur emploi et cancer, bon, moi, ce sera une de mes priorités. Je sais que sur le handicap, on a réussi à baisser le taux de chômage des personnes en situation de handicap.
Et France Travail devra y contribuer avec l'emploi accompagné ou avec des dispositifs spécifiques de diagnostic d'employabilité. Côté INCa et côté traitement du cancer, on a deux écoles. Il y a les personnes qui veulent revenir au travail sans, on va dire, avec un droit à l'oubli sur le cancer, en effaçant cette problématique. Et puis il y en a d'autres qui veulent effectivement reconnaître des droits et puis qui ont besoin d'adaptation. Donc il faut qu'on travaille cette question-là avec les organisations professionnelles. L'INCa l'a fait pour l'instant avec une charte emploi et cancer qui s'est déployée dans 60 entreprises. Mais je pense qu'il faut qu'on massifie plus largement, qu'on aille travailler avec les organisations professionnelles et syndicales pour déployer, on va dire, des bonnes pratiques sur le retour à l'emploi des personnes qui sont atteintes de cancer, aussi sur le bénéfice de la RQTH dans certains cas, parce que c'est pas systématique et ça peut demander des délais administratifs très importants en MDPH. Donc il y a tout ce travail qui doit être mené également avec la GFIP sur l'adaptation des postes. Voilà, c'est des sujets que je connais bien et sur lesquels je pense on va pouvoir avancer pour les questions de cancer. Sur la nutrition, la diététique, peut-être vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout oublié de la stratégie et vous dire qu'il y a un programme de recherche intégré sur l'obésité qui a été mené en 2023 sur les liens entre obésité et cancer, qui montre évidemment qu'il y a une corrélation forte entre l'obésité et la prévalence des cancers et qui met en évidence la nécessité d'avancer sur ces questions de nutrition. Le rapport qui est sorti hier sur la malbouffe en témoigne effectivement des impacts sociaux et médicaux de l'alimentation. C'est le député Monet sur le reste à charge. Effectivement, c'est un point qui est très important, et notamment dans l'accès au traitement ou dans la question du renoncement aux soins. La Ligue contre le cancer, effectivement, donne un chiffre de reste à charge moyen qui est autour de 1 000 – 1 500 euros. Peut-être vous dire qu'en comparaison, un traitement du cancer du sein, en moyenne, pour l'assurance maladie, ça coûte 15 000 euros. Donc c'est quasiment 10% de reste à charge, on va dire, si on raisonne. Donc c'est quand même quelque chose d'important et de significatif. Je pense que ce reste à charge, il a plutôt baissé ces dernières années sous l'effet du 100% santé et de l'accès à des complémentaires santé, la complémentaire santé solidaire notamment. Mais il reste important, et notamment sur l'après-cancer et tout ce qui est la partie médico-sociale ou sur les soins esthétiques, sur l'accompagnement. Voilà, et le forfait qui existe aujourd'hui, qui est de 180 euros, qui permet quelques consultations et on va dire un programme d'accompagnement. Il faut qu'on étudie sa pertinence et il faut voir s'il ne faut pas l'améliorer. Et sur le cancer du sein, donc je note effectivement que la PPL a été adoptée. Bon, effectivement, on pourrait se poser la question le cancer du sein est une question, mais voilà, il y a de multiples cancers, donc effectivement, il faut qu'on regarde comment ça se traduit. Il y a un chantier en cours à l'INCa qui est sur les cancers du sein, sur la reconstruction mammaire, les soins esthétiques, qui viennent forcément derrière, et c'est là-dessus en fait qu'on a peut-être les remboursements de la sécurité sociale qui sont les moins importants, alors même que ça devient quelque chose de nécessaire et d'évident à traiter. Donc il y a 22 000 mastectomies chaque année, donc il faut qu'on puisse aborder ce sujet avec une feuille de route assez claire sur ces questions-là. Sur les proches aidants, le député fait ça. Vous dire effectivement que voilà, j'ai piloté la stratégie Agir pour les aidants, son renouvellement. Alors, dans les aidants, effectivement, il faut qu'on regarde quelle est la réalité des aidants liés au cancer. Il peut y avoir des parents, il peut y avoir des conjoints et avec des besoins qui sont différents. Je sais que sur les parents d'enfants, il y a eu beaucoup d'évolutions avec la JPP, monsieur le Président, que vous connaissez bien et sur lesquelles vous avez pu faire des avancées récemment. Donc il faut qu'on ait cette vigilance sur les proches aidants. Dans la stratégie, il y a la question d'un observatoire pour les aidants. Il faudra qu'on regarde cette question dans les prochains mois pour animer effectivement et mieux identifier les besoins correspondant aux aidants liés aux patients en situation de cancer qui peuvent être un peu différents des autres aidants.
Je crois que monsieur le député Turquois, donc sur les mesures coercitives. Alors c'est pas moi qui vais effectivement légiférer là-dessus, mais je peux vous rejoindre sur le fait que sur le prix, on a mis des incitations tarifaires, notamment sur le prix du tabac. On va passer à 13 € du paquet en 2027. Et pourtant, la prévalence ne baisse pas, elle est toujours à 25%. Donc il faut qu'on se mobilise sur d'autres outils, d'autres moyens d'action. Il y a des mesures d'ordre public qui sont déployées dans la stratégie, notamment l'interdiction de fumer dans les plages, aux abords des crèches ou des écoles, qui sont des mesures d'ordre public qu'il faut pouvoir adresser. Donc on va dire que vous aurez une oreille ouverte sur ces questions de mesures plus coercitives. Sur la question des prédispositions génétiques, alors les cancers héréditaires, entre guillemets, c'est à peu près 5% des cancers. Donc dans l'imaginaire des gens, effectivement, il y a beaucoup cet aspect-là de cancer héréditaire. C'est en réalité que 5%, en tout cas dans les études qui sont proposées aujourd'hui. Il y a un accès à ce qu'on appelle l'oncogénétique, avec des laboratoires qui sont consacrés à l'étude génétique des prédispositions, et notamment sur le cancer du sein, où on a certaines prédispositions génétiques avec l'apparition de certains gènes, BRCA ou HER, qui permettent d'identifier effectivement les probabilités de survenue du cancer et d'en tirer des conséquences en termes de surveillance. Sur le syndrome de Lynch également, sur le cancer colorectal, on a des éléments génétiques. Donc il faut que l'INCa continue ce travail. Ils ont lancé donc effectivement des plateformes d'oncogénétique sur tous les territoires. Il y en a une vingtaine qui permettent un accès à ces tests moléculaires, ces tests génétiques. Il y a à peu près 80 000 tests qui sont faits par an. Donc voilà, il faudra qu'on étudie un peu, qu'on évalue, puisque ce dispositif est assez récent et doit être renouvelé je crois en 2025. Il faudra qu'on étudie un peu la réalité de comment ça se passe sur le terrain et de l'accès à ces tests pour voir comment on améliore les choses. Mais en tout cas, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Peut-être Madame la députée Gruet sur la prévention et la prévention tertiaire. Donc effectivement, je pense que c'est un enjeu tout aussi important que la prévention primaire. On a par exemple des cancers du poumon où les patients traités continuent de fumer. Donc ça, c'est évidemment des choses sur lesquelles il faut qu'on agisse et leur proposer effectivement toute une stratégie pour arrêter de fumer. On a aussi des études qui montrent que la pratique de l'activité sportive, l'activité physique adaptée améliore évidemment les chances de réussite des thérapies. Sur les programmes de prévention, en fait, l'INCa a son rôle d'expertise pour identifier le caractère probant des actions, parce qu'effectivement, on peut avoir moult initiatives d'associations, d'ARS, etc. Il faut tester les dispositifs, il faut savoir quelle est leur chance, leur caractère probant, leur effet bénéfice-risque. On sait que sur la prévention du tabac, par exemple, 1 € dans la prévention permet de faire 4 € d'économie. En tout cas, c'est les études qui le donnent. Il faut qu'on ait la même approche sur les stratégies d'aller vers pour savoir l'efficacité de ces dispositifs et faire ensuite une liste des actions probantes qui peuvent se déployer dans les territoires. Vous avez mentionné les soins palliatifs également. Bon, il y a une stratégie décennale qui doit se déployer dans les soins palliatifs avec une augmentation d'un peu plus d'1 milliard d'euros des budgets sur les soins palliatifs. Bon, je ne reviens pas sur les débats que vous avez pu avoir il y a quelques mois sur ces questions-là, mais on sera évidemment très vigilant à articuler le parcours patient et les soins palliatifs. On sait qu'une grande partie des soins palliatifs sont des personnes qui ont atteint de cancer et qui soit sont en récidive, soit en échec thérapeutique. Monsieur le député Rousset, sur la question de l'efficience, évidemment, c'est une question. Voilà, il faut qu'on aille un peu plus loin sur les études économiques, la réalité économique des travaux. Il y a tout un travail qui est mené sur la désescalade thérapeutique, comme je l'ai dit, dans les appels à projets de recherche clinique, notamment sur effectivement faire moins et faire mieux. Et en termes de toxicité pour les patients. Donc tout ce travail d'innovation, il sert aussi à éviter qu'on fasse des traitements trop importants, trop invasifs,
ou qui nuisent à la santé, à la bonne santé des personnes après le traitement. Donc ce travail de désescalade thérapeutique, il est important et il a un lien avec l'efficience que vous citez. Voilà, peut-être pour finir, Madame Le Boucher, sur les professionnels de santé. Donc évidemment, on sait tous que la pénurie et la situation qu'on a sur les professionnels de santé. Sur les oncologues, donc effectivement, les chiffres qui sont donnés parfois, c'est qu'il y a beaucoup moins d'oncologues qu'en comparaison européenne. Il faut parfois se méfier un peu de ces chiffres parce que l'oncologie est une spécialité, mais on va dire que il y a le gastro-entérologue qui gère les cancers, il y a le pneumologue qui gère les cancers, et donc il faut la réalité de cet écart, il faut qu'on soit vigilant en termes de comparaison, mais bon, c'est évident qu'on a des problèmes de pénurie de professionnels et de certaines spécialités. Je pense aux dermatologues, par exemple, où on a une baisse de 20% des dermatologues dans les prochaines années. Donc, c'est pas l'INCa qui aura les réponses forcément à ces questions-là, même si elle peut avoir un rôle à jouer sur la délégation de tâches ou les expertises à mener, les recommandations à mener sur les délégations de compétences. L'INCa a beaucoup travaillé sur les infirmières en pratique avancée dans la filière oncologique. Voilà, c'est des choses qu'il faut mobiliser pour aller plus loin. Je crois avoir répondu à l'essentiel des questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Scotté. Vous avez compris que nous serons très attentifs au regard des nombreuses questions qui vous ont été posées aux travaux futurs de l'INCa. Nous vous souhaitons en pleine réussite. Il en va bien évidemment de la santé de nos concitoyens. Merci à vous. Mes chers collègues, juste pour vous préciser, je reviendrai vers vous, Monsieur Guedj, que notre prochaine réunion aura lieu le mercredi prochain à 9h. Que la Cour des comptes nous présentera le rapport que la Commission lui a demandé de produire donc, sur la formation continue des médecins. Puis nous examinerons le projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale de 2023, qui est un préalable à l'examen du PLFSS, dont nous parlera notre rapporteur général prochainement. Donc je réunirai par ailleurs le bureau mardi prochain à 17h45 et que mercredi, vous seront proposées 2 formations, l'une à 14h sur le fonctionnement général donc, de la Commission d'affaires sociales et une autre à 16h, plutôt à l'aune du PLFSS. Elle est ouverte, bien évidemment, tout à fait, vous avez me le préciser, elle est ouverte bien sûr aux parlementaires, mais aux collaborateurs donc, des groupes qui seraient désireux de venir partager ces informations. Monsieur Guedj. Oui, merci Monsieur le Président pour ces informations. Je suis désolé, mais tout à l'heure on a évoqué la composition de l'AMEX et je voulais vous poser une question. Nos collègues de l'autre côté, en commission des finances, s'inquiètent beaucoup de la préparation du PLF. Je voulais juste savoir, Monsieur le Président, je crois que c'est important pour le bon travail et la bonne coproduction de cette commission, si vous avez un début de commencement de connaissance du contenu de ce PLFSS, et notamment, si vous savez, ce n'est pas l'équivalent des lettres plafond, mais quel est le montant de l'ONDAM et des ONDAM qui sont envisagés. On avait été associés au printemps à la préparation du PLFSS, c'était utile, c'était des rencontres qui avaient été organisées à Bercy avec l'ensemble des ministres concernés. Et donc là, on a beaucoup parlé du PLF. Je ne voudrais pas qu'on minore, et ce n'est pas ici qu'on va le minorer, le PLFSS. Qu'est-ce que vous savez? Et est-ce qu'il y a aussi un report du calendrier de dépôt du PLFSS, comme ça a été envisagé sur le calendrier du PLF, et que le président de la Commission des affaires sociales connaît du contenu de ce PLFSS? Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour y répondre, mais on est sollicité à l'extérieur et je préfère qu'on ait cette discussion en transparence. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour y répondre, mais c'est le bon endroit pour poser la question en tout cas. Il est clair que je ne vais pas parler à la place de notre rapporteur général, Yannick Neuder, qui est en ce moment reçu par la présidente de l'Assemblée. À ce stade, je n'ai pas plus d'informations que nos collègues du PLF, et j'ai même moins, j'avais dit, parce que je n'ai pas de lettre de cadrage à vous communiquer, et on le ferait bien volontiers. Et bien évidemment, dès que nous aurons des éléments intéressants, les membres de la Commission, vous en serez les premiers informés. Voilà, et j'attends aussi le nom du ministre, hein, je n'ai pas plus d'informations non plus, rassurez-vous aussi. Voilà, merci à vous. Donc rendez-vous pour le membre du bureau la semaine prochaine et pour la commission mercredi matin.